pas si fragiles, mais qui doivent effectivement résister à la fois au temps et aux attaques du climat. C'est notre sujet de la table ronde qui suit, réseau numérique pour territoire durable. On va commencer avec nos deux grands témoins, Isabelle Masbeuf, qui est conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'aménagement numérique du territoire, et Philippe Legrand, qui est le président d'Infranum, la fédération des opérateurs de réseaux d'initiatives publiques. Je vais vous demander de vous installer au monde et de fixer un petit peu le vocabulaire. Et puis ensuite, voilà, je vous solliciterai au fil de l'eau et au fil des interventions. On accueillera ensuite 6 représentants d'opérateurs. Et puis en conclusion, j'accueillerai Philippe Todesco, le président de Comergy. Isabelle Masbeuf, voilà, cette question réseau, infrastructure numérique, transition écologique, qu'est-ce que ça vous inspire à vous-même en tant qu'élu, mais en termes de décision et de prospective, voire de programmation au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Bien, déjà, merci de votre accueil. Je suis très heureuse d'être là. Pour moi, c'est une première édition. Bon, donc, je suis vraiment ravie et je suis heureuse de vous apporter ce témoignage à titre personnel, comme vous l'avez indiqué, mais aussi, surtout, au titre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, moi, ce que ça m'inspire, c'est déjà quand on a écouté la table ronde précédente, la visite des stands, on voit que les usages se multiplient et deviennent vraiment une pratique du quotidien. Et au-delà même, on voit que on l'a vu sur notre territoire. Moi, je viens de l'Ardèche. Depuis la crise sanitaire, on a beaucoup de télétravailleurs. On a beaucoup de gens qui viennent de zones urbaines vers des territoires plus ruraux pour justement notre qualité de vie, etc. On voit que nos territoires ruraux ont besoin du numérique pour l'éducation, pour la santé, pour bien sûr toutes les formalités. Et on sent qu'il y a une attente de plus en plus importante de la part des élus. Alors, cette réalité, il faut aussi la mettre face au constat qu'on a sur la réalité du réseau. On voit au niveau national 80 et quelques % des locaux qui sont raccordables à la fibre. On arrive à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on tombe à peu près à 70%. Et quand moi je regarde la réalité des territoires comme l'Ardèche, en zone RIP, on est à 24% pour 30% globalement de locaux raccordables au niveau de l'Ardèche et avec une moyenne qui varie, mais qui est entre à peu près 50 et 60% sur les zones RIP en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une fracture numérique qui pourrait s'installer et c'est justement ce que la région ne veut pas. On veut absolument que le numérique soit une chance pour nos territoires et je dirais que les territoires ruraux en ont même encore plus besoin peut-être que les territoires urbains. Donc c'est ce pari que la région veut gagner. Elle veut le gagner en finançant donc les RIP et en y accordant donc des budgets importants, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la visite des stands. À l'objectif 2025, ce sera quasiment un demi-milliard d'investis sur les territoires au travers des différents RIP qui sont financés. Si je reprends encore l'exemple de l'Ardèche, excusez-moi, mais c'est un exemple que je connais bien et qui est aussi parlant. En Ardèche, c'est le seul département de France qui n'a pas de gare de voyageurs. C'est un département qui trouve l'autoroute chez ses voisins drômois, grâce à la vallée du Rhône. Encore faut-il y aller pour certains de nos habitants. Donc, si on est déjà pénalisé au niveau des infrastructures, donc si on loupe les infrastructures numériques, que va-t-il rester à nos territoires? Donc, j'insiste vraiment sur la nécessité de mettre ce coup d'accélérateur sur le déploiement des réseaux. Et en même temps, on a aussi le souci de la qualité de ces réseaux, de sa résilience. Et on est finalement, en tant que collectivité publique, pressé par finir ce déploiement qui devient urgent et qui est primordial pour que nos entreprises, nos citoyens puissent réussir cette transition du numérique,
mais aussi on commence à être pressé par l'avenir de cette même structuration du territoire. Donc voilà tout l'enjeu pour nous en tant que collectivité régionale, et vous dire que on est là aussi pour faire du lien et être à l'écoute de tout ce qui peut émerger pour bien sûr atteindre cet objectif politique auquel le président Wauquiez est très attaché. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement. Donc clairement, le numérique comme levier de développement. Une copie, nous on a fait souvent, on dit bon, le territoire français est probablement en train de devenir le mieux connecté d'Europe, mais vous relâchez pas la pression ni la vigilance sur les territoires ruraux, parce que pour vous c'est pas terminé. Non, il ne faut surtout pas relâcher la pression. Là, l'enjeu, il se joue, je pense, très rapidement. C'est maintenant. C'est pas dans 2 ou 3 ans. C'est vraiment maintenant qu'il faut mettre ce coup d'accélérateur. Donc, la région est vraiment engagée pour cela, y compris au travers de solutions aussi alternatives. Mais c'est un souci pour l'avenir parce que quand je l'ai dit, ça concerne l'aménagement du territoire, ça concerne la santé de nos habitants. Et comme je l'ai évoqué aussi, il y a la qualité du réseau, il y a sa pérennité, qui est aussi un sujet important pour nous. Et on l'a vu en visitant les stands, on peut même faire du circuit court avec la fibre. Donc ça, c'est des choses qui nous parlent vraiment en tant qu'élu régional. Merci, merci Isabelle Masmeuf. Philippe Legrand, en tant que président d'Infranum, comment voilà, recevez-vous ce constat qui la mise sous pression est très claire, mais c'est un peu le quotidien des opérateurs de RIP. Et puis plus loin, cette articulation justement entre écologie et transformation digitale. Oui, c'est ça. Alors, bon, effectivement, c'est du quotidien. Bon, il faut savoir aussi que on a la chance d'avoir eu un modèle français qui a produit des résultats extraordinaires, de très bons effets, qui placent effectivement la France en tête du peloton européen, alors que c'était loin d'être le cas il y a 10 ans. Mais pour autant, ces avances sont éphémères. Donc, les exigences de résilience, de pérennité sont extrêmement importantes. Ne nous endormons pas sur nos lauriers. C'est parfois une spécificité française qu'il ne faudrait pas reproduire là. Alors l'articulation avec l'environnement et l'enjeu qui est face à nous et auquel on doit faire face avec lucidité et détermination. Vous avez quelques slides qui vont passer ici et qui vont vous donner quelques indicateurs. Déjà, il faut savoir que les nouveaux réseaux, les réseaux de nouvelle génération, sont beaucoup plus économes en énergie, on l'a dit, que les anciens. Donc la fibre, beaucoup mieux que le cuivre, la 5G, beaucoup mieux que la 4G, la 3G, etc. Donc plus ça va, plus les technologies que nous déployons sont, elles, respectueuses de l'environnement. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve aussi une autre indication que vous devez avoir absolument en tête, c'est que la contribution au numérique aujourd'hui était de 2,9% et doit augmenter jusqu'à 6 et quelques pourcents par rapport à la contribution globale de l'émission des gaz à effet de serre sur l'ensemble de l'activité, 2,9% aujourd'hui, répartis en 3 piliers. 80%, la conception et la fabrication des terminaux. Ces terminaux ont une durée de vie de 30 mois en moyenne. 80% de l'émission des gaz à effet de serre dans le numérique, ce sont nos devices, nos terminaux. 15% le stockage des données, 5% seulement les réseaux. Alors bien sûr, on doit faire des efforts sur les 15 et les 5, bien entendu. Mais imaginez, si nous réussissions à multiplier par 2 la durée de vie de nos terminaux, c'est-à-dire les passer à 5 ans, ce qui n'est quand même pas un exploit hors de portée, on réduirait de 40% la contribution des gaz à effet de serre, l'émission des gaz à effet de serre du numérique. Donc s'il y a un enjeu prioritaire, c'est bien celui-là. Ça ne veut pas dire que les autres, l'économie en mail, la gestion rigoureuse du numérique, il ne faut pas les appréhender également. Mais vous voyez que le gros de l'effort, il faut quand même le porter sur la durée de vie de nos. On parlait de nos terminaux, on parlait d'obsolescence programmée. C'est évidemment quelque chose contre lequel il faut se battre. Alors bien entendu, quand les réseaux sont plus efficients et que l'articulation avec les fournisseurs de contenu est efficace, bien, ça contribue évidemment tout à fait positivement. Alors cet enjeu-là, bien sûr, il permet de caractériser le poids du numérique et son impact sur globalement l'industrie et le reste des activités. Mais on a pu présenter dans le cadre du Haut Comité numérique éco-responsable, qui est co-animé par Agnès Pannier-Runacher et Jean-Noël Barrot, les effets de la filière et l'apport du numérique sur les économies en énergie et l'amélioration de l'environnement.
Et ça, ces effets induits, on a identifié 4 ou 5 secteurs, je ne vous passerai pas, donc je vous épargne la liste, mais vous avez ici un rappel d'une synthèse. Eh bien, on a passé en revue 4 ou 5 secteurs qui bénéficieront, à n'en point douter, et là l'illustration de Nicolas Guérin tout à l'heure était très parlante, par exemple, ne serait-ce que le télétravail, hein, qui permet d'économiser du tas de CO2, mais ça doit servir aussi des autres secteurs, et il faut beaucoup plus de numérique pour bénéficier de ces effets et réduire, in fine, l'émission des gaz à effet de serre et l'impact environnemental. Donc le numérique est avant tout non pas un objet de pollution, mais un moyen de réduire notre empreinte carbone, et nous devons nous en saisir. Comme le disait d'ailleurs Antoine Dara tout à l'heure, il ne s'agit pas d'expérimenter pour expérimenter, de viser le numérique pour le numérique. Maintenant, je pense que ces étapes-là, qui sont les étapes des années 2000, sont bien derrière nous. On est vraiment sur du numérique engagé, sur des processus intégrés totalement dans une vie réelle, et on ne fait pas du numérique pour se faire plaisir. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, Sébastien, les collectivités ont démontré que l'illustration par l'exemple produisait des effets extrêmement vertueux, que les collectivités étaient capables d'impulser des dynamiques territoriales qui se généralisaient par les effets de mutualisation et les structures de mutualisation. C'est pour ça que peut-être les schémas locaux de la résilience, qui sont un vecteur de développement et de pérennité de nos infrastructures, pourront permettre à un déploiement national et un schéma national. On a appelé avec Patrick Chaise, président de la VICA, à un good deal qui rebat les cartes et qui termine, qui achève le plan France Très Haut Débit pour résoudre les problèmes de raccordement complexes, pour assurer la résilience de nos infras, pour en assurer la solidarité, la pérennité. C'est ce que nous avons rappelé dans cette présentation-là. Ce sera d'ailleurs le dernier slide sur la résilience. Voilà, égalité, pérennité, solidarité, le triptyque qui fonde le Good Deal, qui devrait générer d'ailleurs beaucoup d'activités pour nos entreprises, mais surtout contribuer à un numérique durable et responsable. Juste une question, Philippe Legrand, merci beaucoup pour cette présentation. Dans les 5% d'impact des réseaux, on intègre l'impact du génie civil du déploiement ou pas? Alors, c'est une question qui revient si on devait souvent. faire une analyse, d'ailleurs c'est ce que j'avais proposé à Agnès Pannier-Runacher, c'est on ne peut pas sortir le plan France Très Haut Débit de ses externalités positives. C'est-à-dire que si on ne considère que la tranchée qu'on fait sur la route, bien entendu, elle a un impact, et on retrouve ça effectivement dans les 5%, si tu le lisses, sur la durée évidemment de la vie du réseau, hein, pas sur l'année où tu construis, mais sur la durée de vie du réseau, effectivement, tu retrouves bien les 5%. Pour autant, ça serait vraiment mésestimer ou d'ailleurs nier l'impact bénéfique du numérique par derrière, et c'est tout l'enjeu du groupe de travail numéro 4 de ce haut comité numérique éco-responsable groupe numéro 4 que Infranum préside avec Numéum, et sur lequel nous espérons produire des résultats. D'ailleurs, la prochaine étude ADEME-ARCEP, je vous invite à les consulter, elle sort en général en janvier chaque année. La prochaine consacrera tout un volet à la mesure des impacts bénéfiques du numérique dans l'économie globale, donc sur l'impact bien entendu environnemental du numérique. Ça devait être dit. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Oui, madame. Allez-y, je ne voudrais pas quand même laisser une impression trop pessimiste de la situation, et je souhaitais rebondir sur un terme que Philippe Legrand vient de mentionner, qui est l'égalité. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour la région, c'est l'égalité de traitement des territoires. On a des territoires et des RIP où le déploiement est très avancé, même pratiquement achevé, et même achevé pour certains. On en a qui ont un peu plus de retard, donc on sera là à leur côté pour bien sûr avancer. Mais voilà, c'est ces disparités qu'il nous faut absolument gommer pour justement un développement durable de notre territoire. Merci de cette précision. Et oui, il faut être avec eux jusqu'au bout dans l'investissement, parce que ce que nous dit Philippe, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je vais accueillir donc nos autres intervenants, à savoir Gaël Serdour, qui est directeur adjoint des investissements numériques groupe Caisse des dépôts, Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités du groupe Orange, Stanislas Millasso, directeur du développement d'altitude Infra, directeur général des développements
et l'invité Philippe Todesco à me rejoindre tout à l'heure. On sera sur le manche debout là-bas. Donc autour de la table, des opérateurs et puis un investisseur. En l'occurrence, Gaël Serrandour, à qui je vais donner la parole en premier, parce que comme je l'ai partagé avec Antoine tout à l'heure, voilà, vous avez été à la manœuvre sur l'appel à manifestation d'investissement. C'était un AMI ou c'était un appel à projet? Un appel à projet, oui. Je prends les pieds dans le tapis parfois. Territoire durable et intelligent, intelligent et durable, connecté et durable. On a tourné autour de ça sur les années 2021-2022. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, Gaël Serrantour, c'est quoi un territoire intelligent et durable? Vous avez 4 heures. Très bien. Merci Sébastien pour cette invitation, cette question. Donc je comprends que à l'occasion de la tournée des stands, tu avais pris le pari de poser une question difficile dans l'après-midi. Je pense que c'est celle-là. Merci. Alors pour y répondre, ce serait présomptueux de dire que pour la Banque des Territoires, nous avons une réponse à ce qu'est un territoire intelligent et durable. Et peut-être la meilleure des réponses, c'est d'illustrer à travers ce que plusieurs territoires ont projeté lorsqu'ils pensent leurs services, leur aménagement, leur futur. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure précédemment un territoire connecté et durable. C'est déjà une première façon de qualifier la façon dont les élus de ce territoire se projettent. Si je prends la région Grand Est, eux, ils se disent futés. Futé, c'est un peu malin, c'est le renard, sans doute, mais c'est aussi parce que c'est la fibre pour de nouveaux usages et la transition écologique et environnementale. Donc voilà, on projette déjà un certain nombre de choses. Alors sans aller si loin, si je reste dans cette région, et si je regarde le département de l'Ain, eux, ils sont territoires ingénieux et durables. Voilà, et d'ailleurs, pour Madame Masbeuf, je pense que vous serez sensible au fait que demain après-midi s'organise un atelier rural éthique demain après-midi avec donc le département de la Loire et le syndicat d'énergie de l'Ain où vont justement être présentés deux des territoires lauréats de cet appel à projet France 2030, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, celui du conseil départemental 42 et donc du syndicat du SIEA, du syndicat d'énergie de l'Ain, où ils vont expliquer avec leurs propres mots, comment les élus, les services se projettent dans cet avenir et pourquoi il s'appelle territoire ingénieux et durable et qu'est-ce qu'ils imaginent comme service. Alors, peut-être qu'au-delà de ces sujets de sémantique et de terminologie, nous, ce qu'on observe à la Banque des Territoires, lorsqu'on fait un petit tour de France, c'est que finalement, et c'est sans doute pour cette raison qu'on a d'abord des opérateurs de réseau pour le démarrage de l'histoire, c'est qu'il faut une connectivité. Et donc, quand on pense les services de demain, quand on pense son territoire de demain, il faut d'abord s'assurer d'une connectivité complète, de très bonne qualité, résiliente. Et les propos de Philippe Legrand et de Madame Masbeuf à l'instant montrent bien que cette égalité, cette exigence de résilience et de sécurité, elle est essentielle pour construire les services de demain. Et cette connectivité, alors elle se fait par la fibre, mais pas uniquement. Elle se fait aussi par toute une série de capteurs. La métropole de Toulouse, c'est des capteurs d'hygrométrie dans le sol pour les terres agricoles. Dans l'Ain, ce sera redit demain, mais c'est principalement sur la partie énergie. Dans la région Grand Est, c'est aussi des capteurs pour favoriser les prises de décision des particuliers, des administrés dans la mobilité. Pour la métropole de Nantes, c'est des capteurs plutôt d'informations sur la qualité de l'air atmosphérique à visée de santé populationnelle. Et puis peut-être un dernier exemple, si on descend un petit peu plus au sud de cette région et qu'on part vers l'Occitanie avec l'Aude, où là on est aussi sur des capteurs environnementaux à destination des services d'incendie et de secours, d'alerting vers la population. Donc pour finalement avoir des territoires, alors qu'ils soient connectés, ingénieux, intelligents, durables, vertueux, il nous faut donc une connectivité de qualité. Il nous faut ces capteurs et tout ça finalement permet de générer de la donnée, de faire remonter de la donnée et ces territoires, ils ont besoin de la rassembler, de la stocker, de la traiter et de la présenter en open data ou de la présenter finalement aux administrés, aux élus, aux services de l'urbanisme, de la circulation, de la voirie, des déplacements, de l'environnement, des affaires scolaires, du bâtiment, pour pouvoir prendre des décisions.
Et c'est ça qui est aujourd'hui formidable dans ce qu'on peut voir dans l'élan effectivement donné par le programme du secrétariat général pour l'investissement, mais initiative que l'on voit nous aussi lorsqu'on accompagne des territoires pour compte propre avec les fonds propres de la Caisse des dépôts. C'est toutes ces initiatives qui, partout en France, ont finalement cet objectif de extraire cette donnée, cette information qui existe parfois, mais qui n'est pas valorisée, qui n'est pas recoupée, qui n'est pas présentée à l'ensemble des parties prenantes pour finalement être de véritables aides à la décision. Et j'illustrerai ce que ça peut représenter par quelques investissements que l'on a pu réaliser dans des PME françaises et des startups dans ce domaine-là et qui accompagnent certains territoires. Je pense notamment à Intent Technology, qui est une petite startup qui utilise des remontées des capteurs du bâtiment et qui travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux des territoires, permettant de donner finalement aux gestionnaires d'un parc immobilier, d'un patrimoine immobilier, des informations essentielles pour l'amélioration, la maintenance et les évolutions de ce parc immobilier. Mais c'est vrai aussi d'UpFactor, qui Antoine Darod a cité tout à l'heure Namer comme un investissement qu'on a réalisé, mais UpFactor aussi est une autre réalisation qu'on a pu avoir qui va utiliser de l'information satellitaire, cartographique, du cadastre, pour donner aux services de l'urbanisme et aux élus des aides à la décision, des éléments de compréhension pour identifier sur un territoire le foncier qui mérite soit de recevoir des panneaux photovoltaïques et des panneaux solaires, soit des endroits où au contraire on aurait intérêt à réaliser de la surélévation de bâtiments pour éviter l'artificialisation et l'étalement horizontal. Voilà, donc finalement, sans évidemment répondre, Sébastien, à cette question que tu posais, qui était trop difficile pour ma part, mais en tout cas, j'ai essayé de donner quelques caractéristiques de ce que l'on peut mettre finalement derrière ce que sont des territoires connectés, intelligents, ingénieux, durables. C'est finalement de rendre intelligible de la connaissance, de l'information, de la donnée qui existe, qui est parfois enfouie, qui est mal connue, qui n'est pas exploitée, pas présentée. Et c'est tout le sens, je pense, de tous ces projets qui sont en train de germer partout en France sous l'impulsion des élus et des initiatives de l'État. Non, non, mais ne sois pas modeste, tu as répondu en très très grande partie à cette question. On sent bien qu'effectivement, entre un territoire intelligent et le fait de rendre intelligible grâce à des données et grâce à des outils numériques qui permettent de savoir où on en est et quel est le profil de notre territoire, effectivement, on peut prendre des décisions informées, avisées, qui permettent de se projeter dans un projet de territoire à partager, on le dit, un développement durable avec ses citoyens, ça marche mieux en général. Merci beaucoup Gaël Serrandour. Cyril Luneau, pour les Français, les collectivités locales sont les premiers acteurs de la transition écologique et 90% des maires en font une priorité. Ceux qui sont dans la salle, certainement, en font partie. Donc vous, Orange, vous déployez, on le sait, des infrastructures très haut débit, notamment dans cette région. On y reviendra peut-être. Et le groupe contribue à travers l'initiative RE qu'on a vu également au recyclage des terminaux avec un objectif, vous aussi, net zéro carbone en 2040. Donc ça fait beaucoup de choses. On sent bien que vous êtes en train d'éteindre le cuivre qui, on l'a dit, consommait beaucoup plus que la fibre. Donc de manière un peu synthétique et puis forcément cohérente, comment se déploie la stratégie écologique, environnementale et territoriale du groupe Orange? Oui, ça fait beaucoup. Il n'y a pas que des questions faciles. Oui, sur l'intérêt des collectivités, sur l'intérêt des citoyens, sur tout ça, tu l'as bien dit. Et je dirais même que 65% des collectivités considèrent que les nouveaux usages de la donnée auront un impact qui sera important sur la gestion de leurs services. Et avant de repasser au réseau, je voudrais insister sur ce point-là. Ça ne sera possible qu'à partir du moment où on a trouvé un modèle qui soit industriel, qui soit reproductible, qui soit mutualisable, etc. Et donc, si vous voulez que des industriels s'intéressent à des projets,
à des projets et à des programmes. Je dirais plus à des programmes qu'à des projets. Il faut qu'on retrouve les composantes de ce qui a été fait lors du plan national France Très Haut Débit. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, c'est très morcelé. Certes, on a un certain nombre de métropoles, et y compris dans les territoires intelligents et durables, les appels à projets, un certain nombre de grandes métropoles ont été primées. C'est très bien. Je ne sais pas si c'était elles qu'il fallait aider, mais en tous les cas, je pense qu'il faut aller au-delà de ça, et les exemples de l'Aude, de l'Ain, etc. sont importants. Donc oui, ces territoires sont importants pour nous. Orange a décidé d'une manière stratégique d'aller sur ces projets-là, et on le souhaite parce que on pense que en tant que tiers de confiance des collectivités sur la gestion de la donnée, sur la manière dont on est partenaire des collectivités avec un ancrage territorial, on peut jouer en effet ce jeu-là. D'où notre positionnement, à la fois sur des cas d'usage qui sont précis, que l'on va monter avec les collectivités, des cas d'usage dans le domaine, on l'a dit, hein, de l'énergie, de l'eau, de l'air, des déchets, mobilité et également environnement. On souhaite le faire aux côtés des collectivités. On souhaite le faire non pas tout seul, mais avec des partenaires. C'est pour ça qu'on a fait un projet avec notamment la Caisse des dépôts, avec la Banque des territoires, dans le cadre d'une société qui va être en capacité, qui est capable donc de mettre en place la gestion, une plateforme de gestion de la donnée territoriale avec un hyperviseur et monter des cas d'usage avec les collectivités, donc et quelque chose qui va être très très ouvert. Donc ça on le fait, on souhaite le faire et on va continuer à l'accompagner. J'insiste un peu sur ce point-là parce que si on n'a pas des projets qui sont à l'échelle des territoires mutualisés, c'est-à-dire que on pense que une petite Comcom, ça va être compliqué pour elle de monter un programme, euh, on va dire pérenne. Ça va être compliqué de monter un programme qui va pouvoir mobiliser des investissements. Et donc, de fait, il peut y avoir une mutualisation à l'échelle départementale, comme comme ça a été fait également pour le lancement du très haut débit et donc du déploiement de la fibre. Donc, ces modèles-là, encore une fois, regardez comment ils ont été faits. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, les collectivités, les organisations, les syndicats mixtes et ouverts, etc., qui se sont intéressés à la fibre, sont en train de s'intéresser à ces projets-là. Donc, on voit qu'il y a un transfert vers ces nouveaux projets de transformation des territoires. Deuxième chose, c'est que en effet, Orange le fait pour à son propre compte. Donc, on n'est pas seulement partenaire des collectivités dans ce cadre-là, mais nous-mêmes, on a notre propre programme. Je pense que Nicolas Aguerin a dressé un petit peu ce qui a été fait à l'échelle de l'ensemble des opérateurs, donc je ne vais pas forcément différencier Orange par rapport à ce qui a été dit, parce qu'il a rappelé un certain nombre de grands principes. Mais évidemment, l'arrêt de la 2G, l'arrêt de la 3G s'inscrit dans ce modèle-là. Il est inconcevable de garder un réseau cuivre à partir du moment où on a un nouveau réseau de nouvelle génération. Donc c'est un programme énorme à notre échelle, mais qui sera aussi un programme national. On insiste sur le côté Marianne de ce projet parce que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir le réaliser, un peu comme sur la fibre. On l'a fait tous ensemble et tous les acteurs étaient opérants pour la réussite du programme. Donc ça sera la même chose sur la partie décommissionnement. Et enfin, par contre, il y a des choses que l'on peut faire tout de suite. Moi, je trouve que ce que disait Philippe Legrand à propos des équipements, des terminaux, des devices, etc., eh bien, est important. Il a donné les chiffres. Eh bien, ce que l'on fait à l'échelle locale, sur l'ancrage territorial, c'est justement avoir des opérations, comme tu l'as dit, justement, Alors, qu'est-ce que veut dire je vais vous montrer d'une manière un peu plus simple que juste des mots. C'est assez simple. On a cette boîte de collecte. On signe des partenariats avec des associations des maires. On le fait par exemple dans le Cantal avec Christian Montin qui est ici. Merci à toi Christian de nous faire confiance dans le cadre de ce projet. Alors il s'agit de mettre ces boîtes dans le maximum de mairies. Donc au niveau du Cantal, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble.
on a lancé cette opération et le but, c'est de collecter le maximum de mobiles. C'est pas pour qu'Orange fasse du bénéfice, non pas, puisque on va ensuite restituer les bénéfices à Emmaüs International notamment, mais c'est évidemment hyper important. On estime que on peut estimer, par exemple, que dans le Cantal, il doit y avoir 200 000, 300 000, peut-être 400 000 mobiles qui sont inutilisés et qui peuvent partir en recyclage. Donc, ça vaut le coup quand même de se pencher et de s'intéresser au projet. Donc, l'idée, c'est de le faire le maximum possible. On fait des opérations. Là aussi, si on peut mutualiser, y compris avec l'association des maires, mais avec le département, par exemple, pour avoir une opération qui a le plus de poids possible, eh bien, c'est intéressant. Donc, moi, je propose déjà. Moi, je te propose, effectivement, ça fera 299 999. Eh ben voilà, voilà. Ben merci à toi. Attends, ben, hop, on va faire une. Et puis il y avait C'est vraiment histoire de donner l'exemple. Jean-François Brams, il est là. Si, c'est mon portable. Voilà, tiens, regarde, on va commencer. C'est pour donner l'idée à tout le monde de le faire. Donc, merci à toi. Donc ça, c'est un certain nombre de collaborateurs de Nornet qui a appliqué la même méthode. Ben, on y va, allez, hop, on remplit la boîte. Voilà. Il y en a qui Donc sont dans la salle état. C'est très simple. Oui, oui. Voilà, on va pas tous les mettre, mais voilà. Donc l'idée, vous voyez, c'est aussi simple que ça, mais ça apporte beaucoup pour demain. Et 25 000 mobiles, c'est un emploi créé à l'année. Voilà, donc des opérations comme ça, voilà, on est capable de le faire et on va le faire un peu partout. C'est plus de 40 conventions qu'on a signées avec des AMF départementales. Voilà. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Et c'est vrai que la filière du recyclage et du réemploi en France, elle est balbutiante, elle n'est pas du tout aujourd'hui structurée, et les collectivités sont de gros pourvoyeurs potentiels, effectivement, de matériel, puisqu'il y a tous les équipements des agents. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin? Ouais, tu as dit intelligent, nous, on espère l'être un petit peu, on l'espère, affûté certainement, pour reprendre l'image du Grand Est. Merci Cyril Luneau. Philippe Legrand, Isabelle Masbeuf, une réaction aux deux premières interventions de cette table ronde? Non, mais voilà, c'est la démonstration que d'abord la responsabilité est collective, que les actions concrètes, immédiates sont à portée de réalisation. L'exemple de la boîte est très parlant et tellement porteur de sens. Isabelle? Oui, on voit que ça bouge sur les territoires. Comme ça a été dit, effectivement, ça va dans le bon sens. C'est des initiatives qu'on souhaite encourager. Et en tout cas, c'est rassurant aussi. Et c'est le recyclage me paraît aussi quelque chose d'essentiel. On a des mobiles qui dorment dans les tiroirs. Il faut vite les faire sortir. Et là, on est quelque part un petit peu dans le métier de la région, les filières économiques. Est-ce qu'on peut structurer une filière du recyclage? Parce qu'on a déjà les 3 œufs, mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me suis laissé dire que c'était même pas 4% des téléphones mobiles qui aujourd'hui rentraient dans une filière de recyclage ou de réemploi? Alors, ça me permet de rebondir sur un dispositif de la région qui est le PAC relocalisation pour nos entreprises et les investissements en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, on aide à l'investissement des entreprises pour toutes les productions qui sont rapatriées sur notre territoire. Donc voilà, l'appel à projet, l'appel à initiative est lancé. Super, merci beaucoup, merci à tous les deux. On continue notre promenade avec Stanislas Miyasso. On a parlé de Grand Est. C'est vous, Grand Est, hein? Tout à fait. Donc, tout à fait. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ils sont futés un peu grâce à vous, on peut le dire comme ça. Donc, en l'occurrence, les collectivités locales portent des grands projets d'aménagement, on le sait. Vous êtes avec eux. Vous allez peut-être nous en dire un mot rapidement sur où vous en êtes de vos différents réseaux. Et puis, voilà, entre résilience, désengorgement des aires urbaines, réduction de l'empreinte environnementale, altitude infra, ceci tout situe comment dans cette copie? Tout un programme. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, déjà, merci Sébastien pour l'invitation. Quelques remerciements pour commencer aux organisateurs de Ruralytique, bien évidemment, aux élus présents dans la salle, aussi aux partenaires qui ont fait confiance à Altitude Infra. J'en vois quelques-unes dans la salle et je les salue. Comme vous le savez, Altitude Infra, c'est le 3e opérateur d'infrastructure en France. On est partenaire depuis 3 décennies des collectivités locales dans l'aménagement numérique de leur territoire.
On a commencé dans les années 2000 par la résorption des zones blanches, auxquelles on a contribué activement. Les années 2010 ont été celles du développement du très haut débit et de la fibre optique dans les territoires. Et puis, la décennie dans laquelle nous nous trouvons, les années 2020, ce sera à la fois celle de la fermeture du cuivre, qui est une vraie bascule technologique importante, un fait majeur de la décennie, et puis c'est celle aussi du développement des usages pour la transition écologique et numérique. Alors, Altitude Infra est l'opérateur d'infra le plus choisi par les collectivités. Aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de prises FTTH contractualisées, c'est 13 millions de Français qui auront une fibre optique exploitée par Altitude Infra, ça fait quand même un Français sur 5. On est présent dans 29 départements, on réalise plus de 5 milliards d'euros d'investissement et on finance la majeure partie de nos projets sur fonds propres, donc sans financement public. Alors, comme je le disais, on est au début d'un nouveau cycle. Implicitement, ça signifie qu'on termine un cycle. Cette fin de cycle, elle est marquée par la fin des déploiements FTTH. Donc, je vais effectivement en dire deux mots, Sébastien. Alors, où en est-on dans les déploiements? Aujourd'hui, à date, Altitude Infra a réalisé 82% de ces déploiements. 7 projets sont déjà terminés, dont le projet Grand Est, plus grand RIP de France, plus d'1 million de prises FTTH, qui s'est terminé en juin de cette année. Aujourd'hui, on comptabilise 3,6 millions de prises commercialisables. Ce sera plus de 4 millions à la fin de l'année. Donc finalement, on voit bien que notre enjeu majeur, tant en termes de stratégie d'entreprise que d'impact environnemental, c'est pas la construction, c'est bien la vie des réseaux. Alors, comment Altitude Infra va optimise son empreinte écologique? On l'a déjà dit à maintes reprises, hein, la part de l'infrastructure est minime, mais pourtant, nous, c'est sur celle-ci qu'on agit concrètement. Donc, tout d'abord, on améliore la résilience et la qualité de nos réseaux. Sur nos réseaux d'origine, qui représentent 92% de notre parc, on a une excellente qualité de service avec un taux d'incident inférieur à 0,1%, ce qui bat de plus de 15% la moyenne nationale. Mais on a des réseaux plus anciens. Altitude Infra a eu l'audace, je pense qu'on peut le dire, de reprendre en 2021 un certain nombre de réseaux vieillissants, ex-Tutor pour ne pas les citer, qui ne respectaient pas tout à fait les règles de l'art. Pas du tout. On a engagé plus de 21 millions d'euros dans des travaux de rénovation de ces réseaux. L'idée, c'est de se dire, OK, ça marche pas, mais on prend le taureau par les cornes, on investit, et demain, ça fonctionnera. Là aussi, c'est la vision de long terme dont parlait tout à l'heure Philippe. Dès l'été 2022, donc à peine un an après l'acquisition, on avait déjà repris plus de 70 zones arrière de PM. L'idée, c'était d'aller très vite. Un autre levier d'action pour diminuer l'empreinte écologique, c'est évidemment la sécurisation des réseaux. On en a parlé tout à l'heure, l'enfouissement, redonder les liens de collecte, sécuriser les NRO et les PM. Par ailleurs, on a mis une vraie politique verte en ce qui concerne les achats. L'idée, c'est aussi d'embarquer avec nous dans notre démarche nos fournisseurs. Donc ça passe par le sourcing local, chercher des équipements moins énergivores, occuper des locaux bien isolés. Tout ça, c'est une vraie dynamique dans l'ensemble des échelons de l'entreprise. Et surtout, on innove. Alors, par exemple, chez Altitude Infra, on travaille à des modèles prédictifs pour la maintenance des réseaux. L'idée, c'est d'anticiper. Anticiper plein de choses. Anticiper le renouvellement des équipements. Anticiper les interventions sur le terrain. Intervenir à bon escient. Anticiper, c'est plus compliqué, mais anticiper les aléas climatiques. Ça, malheureusement, on en vit de plus en plus sur les territoires. Nous, chez Altitude, on a été profondément marqués par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, où on a tous ces images de la vallée de la Vésubie complètement emportée. Nous, on avait notre réseau qui passait ici. Donc les équipes ont été marquées. Encore très récemment, là, au mois de juin, d'énormes tempêtes dans le Tarn-et-Garonne. Les équipes, elles sont au quotidien et on a vraiment à cœur d'anticiper. Pour réduire notre empreinte écologique, on s'engage aussi pour la fermeture du cuivre. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, accélérons l'arrêt du cuivre. Le cuivre, ça consomme 3 fois plus que la fibre. Et entretenir 2 infrastructures redondantes n'a pas de sens. Donc, on s'engage. On n'est pas les seuls, mais on s'engage dans cette voie. Pour nos partenaires collectivités, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les accompagner au quotidien. On accompagne les élus et leurs services qui mettent en place des politiques d'aménagement numérique vers des projets plus verts, visant la sobriété, l'efficacité énergétique. Et pour cela, ils vont s'appuyer sur nos infrastructures. On essaie de mettre à leur disposition dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs projets.
Et puis enfin, on participe à la mise en œuvre de projets responsables. Gaël l'a évoqué tout à l'heure, aux côtés de la région Grand Est, par exemple, dans le cadre de l'appel à projet territoire intelligent et durable, mais aussi à travers un fonds de soutien aux usages du numérique qu'on a mis en place sur un certain nombre de territoires. Je pense aux Landes, à la Haute-Garonne, aux Pyrénées-Orientales et à l'Aude. Gaël en a parlé aussi tout à l'heure. Et grâce à ce fonds, on soutient des projets innovants, inclusifs et durables. Donc ça, c'est ce qu'on fait concrètement sur nos territoires. Mais on voit aussi au-delà, en parallèle, on mène une politique RSE qui est basée sur une stratégie qui s'intensifie au fil des années. Et l'idée, c'est de pouvoir densifier progressivement nos actions RSE. Alors Sébastien, tu souhaitais qu'on évoque le désengorgement des zones urbaines. Donc, je vais prendre le corollaire. Brièvement. Et on va le faire très brièvement. Et on va s'interroger plutôt à comment Altitude Infra et les opérateurs de RIP, au sens large, contribuent à renforcer l'attractivité des zones rurales. Donc depuis la période Covid, d'ailleurs cette période a démontré la résilience des réseaux, le bon dimensionnement de ces réseaux, parce qu'ils ont eu le choc quand même, alors qu'il y a eu beaucoup de trafic d'un seul coup sur ces réseaux. Et donc depuis cette période, on mesure, on constate une intensification d'urbains s'installant en ruralité. Alors cette dynamique, elle est alimentée d'une part par des raisons évidentes liées à la qualité de vie, mais aussi parce que les outils numériques, on en a parlé tout à l'heure, les outils numériques permettent que environ 50% des emplois soient télétravaillables. Alors ces familles et ces travailleurs qui se déplacent, grâce au RIP, elles ont accès aux mêmes services, aux mêmes opérateurs commerciaux et à la même qualité de service en zone urbaine qu'en zone rurale. Donc finalement, nous, notre contribution à ce désengorgement des zones urbaines, c'est le fait de gommer un peu cette frontière virtuelle entre zones rurales et zones urbaines. Et enfin, nos réseaux, ils sont la colonne vertébrale et de support des usages et des services qui permettront demain aux collectivités de mener leur transition numérique et écologique. Pour conclure en 2 mots, on le sait tous, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, on est collectivement face à un vrai défi de sobriété. Nous, Altitude Infra, on assume pleinement nos responsabilités. Tu as aussi évoqué ce mot tout à l'heure, Philippe. Nous, on prend notre part. On le fait avec pragmatisme, humilité, dans une dynamique d'amélioration continue. Et je vais reprendre aussi le mot d'optimisme, parce qu'on fait aussi tout ça avec optimisme. Merci beaucoup Stanislas Miyasso. TDF, après la fibre enfouie, celle sur les poteaux, on va monter sur les pylônes, puis après on va aller carrément dans l'espace, c'est promis. Audrey Briand, directrice des relations avec les collectivités locales de TDF. Aujourd'hui, en tant qu'opérateur de RIP, en tant qu'opérateur même au sens large, on a parlé de missions élargies, quelles sont les actions concrètes que déploie le groupe TDF pour améliorer son propre impact, à la fois son impact propre en tant qu'entreprise, mais aussi optimiser l'impact des clients qui sont desservis par ces réseaux? Merci beaucoup Sébastien, bonjour à tous. Alors peut-être juste très rapidement en 2 mots, pour rappeler ceux qui ne le sauraient pas qui nous sommes. Donc TDF, c'est un groupe industriel français. On a plus de 1500 collaborateurs et on est au service de la couverture numérique des territoires. C'est 3 missions principales. La première, elle est historique, on la connaît tous, c'est la couverture de la diffusion audiovisuelle, la couverture de la télévision numérique terrestre et de la radio, donc la radio FM, et on le disait tout à l'heure lors de la visite des stands, aujourd'hui beaucoup la radio numérique. La DAB+. Le DAB+, exactement. Donc en France et partout en Outre-mer. La deuxième mission, c'est la couverture très haut débit mobile, puisque nous construisons, nous exploitons des infrastructures sur l'ensemble du territoire pour le compte des opérateurs. Et puis, depuis quelques années, tu l'as mentionné, effectivement, la couverture très haut débit fixe, puisque nous sommes aussi constructeurs et exploitants de réseaux de fibre optique dans le cadre des réseaux d'initiative publique que l'on connaît par cœur ici. Alors, TDF, en 2025, on fêtera nos 50 ans d'existence. Et je dirais, pour simplement introduire, que l'ancrage territorial fait véritablement partie intégrante de notre ADN. Cet ancrage dans les territoires, il vient de notre histoire, je l'ai dit, notre mission initiale qui était celle de diffuser la télévision partout sur le territoire.
Et c'est pourquoi nous sommes particulièrement présents dans les zones rurales, en Auvergne, Rhône-Alpes, bien entendu, dans les zones escarpées de montagne, en métropole, mais aussi, je tiens à le dire, dans l'ensemble des Outre-mer, y compris en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, cette TDF est véritablement présent partout. Et nous avons toujours valorisé cette relation aux élus locaux depuis notre création, parce que tout simplement, c'est, comme je le disais, c'est dans notre ADN, et nous avons des représentants dans chacun des départements, des régions, qui assurent ces relations avec les collectivités. Je vous invite à passer sur notre stand où on pourra vous donner voilà, la liste de tous ces interlocuteurs. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et je remercie vraiment Ruralytic de l'avoir choisi, celui des transitions écologiques et numériques, eh bien, il est central dans cette relation que nous avons au territoire, que dans les échanges que nous avons quotidiennement, moi et mes collègues avec les élus, parce que je dirais que ces deux transitions, elles sont tout simplement les deux grandes forces transformatrices du siècle qui est le nôtre, du 21e siècle. Et en tant qu'industriel, notre rôle, je crois, au-delà des discours, et je pense que on en a, Cyril l'a montré, c'est bien d'agir. Et agir pour limiter notre empreinte carbone en se posant, je crois, systématiquement la question dans toutes nos activités de l'impact des décisions que l'on prend sur l'environnement. Alors chez TDF, modestement, nous menons depuis quelques années une politique volontariste dans ce domaine. Et comme je te l'ai proposé, je vais tout simplement vous en dire quelques mots de la manière la plus concrète possible, parce que je crois qu'il est important de parler d'action. Alors nos actions, elles sont guidées par deux objectifs majeurs, mais qui sont intimement liés. Le premier objectif, c'est d'agir sur notre consommation d'énergie, car nous sommes conscients d'être un acteur fortement consommateur en énergie. Et le deuxième objectif, c'est de réduire l'empreinte carbone de nos activités, de nos services, et je dirais au-delà, de végétaliser dès lors que c'est possible. Alors je reviens donc sur le premier objectif, la consommation d'énergie. Alors avec deux exemples très concrets, depuis 2019, nous déployons des ombrières photovoltaïques au pied de nos pylônes, qui viennent couvrir jusqu'à 25% des besoins énergétiques d'un site. Donc nous en avons déployé plus d'une centaine aujourd'hui, et nous avons en prévision d'en déployer 2000 d'ici 2026, dans un court terme. L'autre engagement très fort que je souhaitais citer de TDF, c'est un projet que nous avons signé avec Neoen, donc qui est le leader français indépendant de la production d'énergie exclusivement renouvelable. C'est un contrat qui va permettre la création de deux futurs parcs solaires qui seront entièrement dédiés à la production d'électricité, qui sera achetée en totalité par TDF sur une durée de 15 ans. Et donc, il y a un site qui sera construit dans le Var, à Salerne, et un autre dans le Lot-et-Garonne, à Boussay. Ça, c'est une action qu'on a menée en 2022. Et puis sur le deuxième objectif, donc c'est celui de réduire l'empreinte carbone de nos services et de nos activités. Donc là encore, permettez-moi de prendre deux exemples très concrets. On a, dans le cadre de nos déploiements de fibres optiques, et notamment dans la région du Val-de-Loire, nous déployons la fibre, mis en place un procédé innovant dans lequel le béton dans les tranchées est remplacé par un substrat sec qui vient se mélanger à la terre et qui permet en fait de limiter de manière drastique l'empreinte environnementale. C'est 80% d'empreintes carbone qui sont en moins qu'avec un procédé classique. C'est assez considérable. Concrètement, on utilise 3 engins au lieu de 5. Il n'y a pas de conception en béton, donc on évite la production de déchets, on évite aussi la mise en décharge. Et si on regarde rien que le Val-de-Loire, c'est 5000 tonnes de CO2 qui vont pouvoir être évitées sur l'ensemble du projet. Voilà, c'est une action très concrète. L'autre que je souhaitais mentionner, il y en aurait bien d'autres, mais c'est tout simplement que nos pylônes sont fabriqués en France. Et que ça, en soi, le Made in France, c'est aussi une façon de réduire notre empreinte carbone, évidemment. Donc on a une usine chez TDF, l'usine ITAS à Beauzelle, qui est située près de Toulouse. Et puis, je mentionnerai deux initiatives que nous menons chez TDF, alors qui ne sont pas directement liées à la réduction de l'empreinte carbone de nos activités, mais je dirais qui reflètent notre engagement environnemental. Tout d'abord, c'est la solution MUB, dont peut-être certains ont déjà entendu parler. C'est une proposition que nous faisons aux opérateurs mobiles. C'est un peu moins dans les zones rurales que les zones urbaines, mais proposons aussi des solutions, soyons ouverts. Ce sont des antennes en fait totalement végétalisées, la vraie végétalisation, pas de. On avait vu les gens peindre le gazon en vert, donc là c'est vraiment des vraies plantes qui sont, j'allais dire,
de manière verticale qui crée voilà, de la végétalisation dans des zones urbaines très bétonnées et qui permettent aussi de s'intégrer plus facilement, parce qu'on sait aujourd'hui que dans ces zones-là, c'est très difficile de trouver de nouveaux sites pour installer des antennes de téléphonie mobile. Donc, dans des périodes de chaleur comme on a connu, ça permet aussi de démultiplier les surfaces végétales dans des zones urbaines et donc de réduire les isoles de chaleur. Et le dernier exemple que je donne, et je vais très vite, je ne sais pas s'il y en a du temps, mais je ne peux pas parler trop, c'est la protection de la biodiversité. C'est un sujet qui, personnellement, me tient beaucoup au cœur. On a des pylônes, on a des installations, des sites, on a quelques cartes postales là, sur le stand, si vous le souhaitez, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, de sites assez particulièrement remarquables. Donc, on a la chance d'exploiter. Je pense dans la région au Puy-de-Dôme, à l'Aiguille du Midi, même la tour métallique de Fourvière à Lyon. Ces sites, ils sont remarquables et donc on s'engage, nous, à contribuer à préserver les écosystèmes autour de ces sites. Et ça, c'est des problématiques très concrètes. C'est par exemple comment on fait cohabiter des faucons pèlerins sur nos grands sites avec des impératifs évidemment industriels. Et pour cela, on travaille pas tout seul, hein, bien sûr. On travaille avec des associations de protection de la nature, donc la Ligue de protection des oiseaux, bien sûr, et d'autres. Et nous accueillons aussi des ruches sur beaucoup de nos sites. Je pense à la Guyane particulièrement, ou alors des chèvres, des brebis, des chevaux qui viennent pâturer sur nos grands sites pour entretenir les terrains. Je dois même dire, pour l'anecdote, ce sont des zébus à Mayotte qui entretiennent certains de nos sites. Voilà, donc j'ai choisi de vous présenter des actions très concrètes. Je crois qu'il est important que nous puissions tous ensemble partager nos bonnes pratiques, car demain, il me semble, il faudra faire beaucoup plus. J'ai qu'un message, on l'a bien vu, l'Europe a renforcé les obligations des grandes entreprises en matière de durabilité au travers d'une directive qui va donc entrer en vigueur en janvier 2024. Donc on va devoir rendre des comptes très rapidement et c'est très positif. Et je finirai simplement sur une citation de Jacques Chirac qui avait dit en parlant du changement climatique, dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Et je crois effectivement qu'il nous revient à tous, en citoyens que nous sommes, mais aussi entreprises et industriels, de ne pas rester immobiles et de nous poser les bonnes questions, d'oser modifier nos pratiques, d'agir en tout cas au quotidien en se posant toutes ces questions et de se challenger en permanence. En tout cas, soyez assurés que chez TDF, voilà, nous y sommes pleinement engagés. Je te remercie. Merci beaucoup Audrey Briand. Il avait dit autre chose, il avait dit la maison brûle et tout le monde regarde ailleurs. J'ai l'impression qu'on ne regarde plus ailleurs. Il avait dit autre chose, mais on n'en parlera pas. Isabelle, Philippe, vos réactions par rapport avant qu'on aille visiter l'espace, vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu. Moi, sur la qualité des réseaux, la qualité des raccordements, la maintenance, je pense que c'est des choses où on doit aussi être vigilant. Et donc, j'apprécie vraiment le discours qui a été tenu parce que je crois qu'on a vraiment un enjeu de responsabilité à cet égard-là. Parce que en voulant faire finalement quelque chose qui est vertueux, on voit tout ce que le numérique peut apporter. On voit aussi qu'on peut tomber dans certains travers avec le mode stock ou différentes aussi difficultés et qui, pour nos concitoyens et les consommateurs, paraissent aberrantes. Et là où on est quand même un peu, je le répète, dans un effet un peu contradictoire. Donc, qu'il y ait un engagement des entreprises des opérateurs pour améliorer ça, je pense que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et sur lesquels je pense qu'on a des marges de progression possibles, en tout cas sur le terrain, pour ce que l'on peut vivre au quotidien du côté des élus et des utilisateurs. Oui, des réseaux durables, c'est d'abord des réseaux qui durent. Philippe Legrand. Oui, trois réactions. D'abord, pour dire que l'exemple d'Audrey Briand sur le Made in France pour les pylônes accrédite la stratégie de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui vise à renforcer la production locale. Ben voilà, il y a un impact vraiment sur l'environnement au-delà de la réindustrialisation de la France, donc c'est très bien.
Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on a eu un témoignage d'entreprises responsables avec la présentation d'une stratégie globale et aussi des illustrations extrêmement concrètes sur le terrain de ce qu'on peut faire. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, vous avez dans ce panel 6 membres d'Infranum. Et c'est mon troisième point. J'étais extrêmement surpris quand, il y a un an, nous avons été alertés par le gouvernement, mais alertés assez vivement, hein, avec une crainte réelle de savoir comment on allait pouvoir passer l'hiver du fait de la crise énergétique. Et que Agnès Pannier-Runacher s'est adressée à nous, on s'est tourné vers les entreprises membres d'Infranum. Alors, ça représente quand même 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires et des centaines de milliers d'emplois. Donc, vous voyez qu'à l'échelle d'une filière, une action structurante, une responsabilisation globale peut avoir un impact réel quand même, hein, sur l'économie et puis bien sûr sur le respect de l'environnement. Eh bien, les réponses ont été extrêmement rapides et pleines de sens. C'est-à-dire qu'il y a eu 55 mesures proposées par les membres d'Infranum à appliquer immédiatement et que chacun qui répondait s'engageait à appliquer d'elle-même. Donc cette responsabilisation de l'industrie, ce ne sont pas que des mots, ce sont des réalités. Vous voyez les deux exemples de démonstration qu'on vient de voir là, c'est criant de réalité et je pense qu'il faut faire confiance à cette industrie. Ça n'est pas parce qu'on est dans un monde parfois pas totalement régulé, quoi qu'en France, on tend souvent vers l'économie administrée. C'est pas pour cette raison-là qu'il n'y a pas une responsabilité des entrepreneurs, des salariés et bref des entreprises. Je pense que nous pouvons avoir confiance et il faut quand même garder cet optimisme car le chemin est long, certes, mais il est partagé par tous. Merci, merci à tous les deux. Donc je vous avais promis qu'on irait dans l'espace, alors on va y aller tout de suite. On va monter dans la navette spatiale d'Étienne Le Seur, responsable des affaires institutionnelles de Telsat. Non, ça doit être Christophe d'abord. D'abord Christophe, puis ensuite oui, on va. Ah oui, puisqu'on fait en remontant. Et que lui il pose les paraboles et que toi c'est le satellite qui est donc on est bon. Pardon. Christophe Houtier, donc directeur général délégué de Nordnet et directeur de la stratégie et des partenariats. Le satellite. Alors, on en parle depuis des années dans la ruralité, ça opère depuis des années dans la ruralité. Là, il y a encore une nouvelle version, tu vas nous en dire un mot. Derrière ça, quels sont les avantages environnementaux du satellite? Il n'y a pas de génie civil, il n'y a pas de tranchée, il n'y a rien. Mais que de bonnes idées. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sébastien pour l'invitation. En un mot, vous présentez Nordnet, oui, qui est un fournisseur d'accès Internet depuis près de 30 ans, filiale du groupe Orange, une entreprise française, et qui a écrit dans sa raison d'être le fait d'être militant de l'équité numérique et respectueux de tout et de tous. Donc on est un peu dans le thème. Militant de l'équité numérique, c'est apporter du très haut débit partout, tout de suite, à tous ceux qui en ont besoin, pour lesquels les réseaux filaires sont pas encore construits, pour lesquels les travaux de génie civil n'ont pas eu lieu ou n'auront peut-être pas lieu avant une décennie. Eh bien, il s'agit pour nous d'apporter l'Internet très haut débit autrement et de le faire par satellite. Alors, par satellite, il n'y a effectivement pas d'infrastructure à déployer localement dans une commune pour la couvrir ou dans un pays pour le couvrir complètement. Il suffit effectivement, et Étienne en parlera, d'un satellite géostationnaire, et c'est le choix que nous avons fait. C'est un choix aussi guidé par le respect de ce qui se trouve là-haut dans l'espace. Un seul satellite suffit pour couvrir aujourd'hui toute la France en très haut débit. Et c'est un satellite que nous utilisons et sur lesquels nos clients se connectent. Alors, un seul satellite, ça veut dire un seul lancement, une seule fusée. Certains auront vite fait le raccourci versus d'autres projets de déploiement de constellations en orbite basse qui comptent des dizaines de milliers de satellites à terme et qui, quelque part, occupent largement l'espace aujourd'hui disponible, mais obstruent la visibilité de nombre d'astronautes et créent un certain nombre d'inquiétudes sur ce qui se passe là-haut. Donc, responsable de ce choix stratégique, un satellite géostationnaire, et puis d'une durée de vie de ce satellite géostationnaire, c'est 15 à 20 ans, là où d'autres satellites plus bas ont une durée de vie de 5 à 7 ans. Donc ça joue quand même beaucoup sur l'aspect respect et environnement. Et ce qui se passe chez le client ensuite, c'est qu'effectivement, nous le dotons d'une parabole, et encore une fois, une seule parabole suffit pour l'Internet, le téléphone, la télévision. On ne démultiplie pas les équipements. La box peut être installée par le client lui-même, donc on n'oblige pas le client à recevoir un technicien chez lui pour son raccordement. Ne pas multiplier les équipements, c'est important, et on va depuis quelques mois plus loin, même en se disant que vous êtes tous clients d'un fournisseur d'accès Internet, vous avez choisi un forfait d'abonnement. Dans ce forfait, il y a multitude de services, voire même d'équipements, et certains, vous n'en avez pas besoin. Eh bien, nous allons dans le sens d'aller vers une expédition des équipements à la demande. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un boîtier courant porteur ou d'un extender Wi-Fi. Pourtant, c'est inclus dans votre abonnement. C'est ce qui vous a peut-être séduit au départ, mais finalement, vous vous rendez compte que vous n'en avez pas besoin. Ben,
vous ne le demandez pas, on vous le livre pas. Donc c'est aussi d'éduquer le client en disant je prends ce dont j'ai besoin, je consomme ce dont j'ai besoin, en veillant à ce que nos équipements et ceux qu'on installe chez les clients soient facilement réparables. On est très sensible à la durée de vie de ces équipements. Et tu le disais, ça fait depuis 2008 qu'on fait de l'internet par satellite. Nous avons des clients connectés depuis 2008 avec le même équipement encore aujourd'hui. Donc on est ravis de cette performance et de cette durabilité. Et puis on veille effectivement à ce que les composants électroniques, mais aussi les plastiques, soient 100% recyclés et recyclables dans ce que nous déployons chez nos clients. La consommation énergétique de chacun des abonnés, elle est à surveiller. Aujourd'hui, une connexion Internet par satellite, tout inclus, c'est-à-dire la box, la parabole, les modems, le modem installé, va consommer au démarrage à peu près 80 watts et en flux continu va consommer autour de 30 watts pour la connexion. Donc ça reste quelque chose qui fonctionne d'ailleurs même via panneaux solaires et on aura le plaisir de vous présenter demain soir à l'occasion d'une soirée dont Sébastien vous parlera et d'une randonnée que vous pourrez faire à nos côtés. On sera ravis de vous présenter un kit satellite autonome installé sur le chemin de randonnée qui vous permettra de vous connecter. Il sera alimenté par panneaux solaires. Vous envoyez vos selfies à vos amis, publier des tweets sur les réseaux sociaux pour dire que vous marchez sur le puits Marie et que vous en avez fait l'ascension, parce qu'il y aura de la connexion là-haut. Donc oui, on le disait tout à l'heure, on travaille à notre niveau à l'attractivité des territoires. Quand on est connecté à l'Internet par satellite de Neosat, on peut rester chez soi, télétravailler. On parlait tout à l'heure de 200 kg de CO2 économisés ainsi. On reste chez soi ou on décide de s'installer dans sa commune de cœur parce que quelquefois on se dit je vais créer mon activité, je vais m'installer dans la commune où j'ai vécu quand j'étais gamin. Ah ouais, mais il n'y a pas la fibre. Bon, comment je fais? C'est plus une fatalité. Aujourd'hui, il est possible de s'implanter dans la ruralité et d'y développer son activité avec une connexion robuste et une connexion satellitaire, et donc de ne pas finalement décider d'aller s'entasser dans les villes. Il y avait Vanik Berberian, qui fut président de la MRF, qui disait la France, c'est la campagne avec quelques villes autour. Bon, il avait raison. Et nous, on est là pour accompagner la campagne et travailler sur ce sujet. Alors, à notre échelle, chez Nordnet, on essaie aussi évidemment de s'intégrer dans cette démarche éco-responsable et de remplacer progressivement un certain nombre de serveurs chez nous. En l'espace de 2 ans, on a divisé par 2 le nombre de nos serveurs. Là, on a un projet à très court terme pour diminuer de 14% la consommation énergétique de nos data centers. Donc, on a comme ça une habitude de prendre soin de nous et puis de prendre soin des gens qui nous sont proches parce qu'on travaille aussi beaucoup. On est très locavore. On est dans les Hauts-de-France et on aime à travailler et faire du Made in France ou du Made in Hauts-de-France. Et on s'entoure de logisticiens dans le Nord, mais on a aussi pour tous nos clients un kit de fixation de cette parabole qui est en acier galvanisé, qui est fabriqué en France, qui est fabriqué à Pont-sur-Seine, à quelques kilomètres de Troyes. C'est un mât de fixation de notre parabole qui est breveté par Nordnet. Il est full made in France. Donc voilà, de l'emballage recyclé. On travaille à choisir des partenaires qui sont PEFC évidemment pour avoir des garanties sur la chaîne de fabrication. Et puis on a le plaisir de travailler aujourd'hui dans les locaux et des bâtiments éco-responsables. Et puis avec le concours de nos collaborateurs, de travailler beaucoup sur la mobilité douce aussi, et d'avoir des vélos en libre service. Petite pierre à l'édifice, mais des vélos en libre service pour nos collaborateurs qui viennent en métro, mais qui ont envie de faire le retour peut-être en vélo ou qui ont une course à faire pas très loin et qui veulent se déplacer ainsi. Donc nous, on est très, très contents de venir à Ruralytics. Ça fait plus de 10 ans qu'on vient. Très clairement, c'est l'occasion d'y partager notre actualité. C'est l'occasion de rencontrer des élus, des collectivités locales, des institutions. Je salue le ministère et la NCT qui ont et qui aujourd'hui encore œuvrent pour subventionner l'accès à ces solutions dites de transition et qui financent l'achat du kit de connexion satellitaire aujourd'hui pour nombre de foyers dans plus de 28 000 communes de France. Et puis de rencontrer les équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département du Cantal, qui elles-mêmes ont lancé déjà en mars 2021 un dispositif totalement inédit, copié mais jamais inégalé, qui vise à aider à 100% finalement le raccordement de foyers auvergnats et de Rhône-Alpes qui seraient isolés de la fibre pour l'instant. Donc on est ravis de faire ces rencontres et puis ravis aussi de partager un peu quelquefois de projets. Et je terminerai là-dessus en vous disant que on travaille d'arrache-pied au lancement d'une nouvelle offre d'accès Internet par satellite, plus performante, dans le courant de l'automne. Elle délivrera des débits supérieurs aux 100 mégas actuels. Elle offrira un confort évidemment inégalé à nos clients. Ça se fera au travers d'un nouveau satellite dont Étienne vous parlera, un satellite de dernière génération. Rassurez-vous, le satellite qu'on utilise aujourd'hui, il va vivre une seconde vie, il va être réutilisé pour notamment d'autres pays et notamment des pays africains. Mais voilà, ravi de vous dire qu'on se retrouvera et on se reparlera très vite de ces évolutions autour du satellite géostationnaire,
fruit de l'expérience et de l'expertise européenne spatiale, parce que commandé par Eutelsat, fabriqué par Thales Alenia Space, envoyé par Ariane 5, il y a quelques mois et bientôt fonctionnel. Donc on a hâte d'y être et toutes les équipes sont mobilisées. On sera ravis aussi de vous retrouver sur le stand d'Orange, parce qu'on y est présent, et de vous retrouver aussi toute la journée de demain, la soirée de demain au Puy-Marie. Prenez vos baskets et vos pulls. On va profiter de cette visite. Merci à vous. Merci Christophe. Merci beaucoup. Effectivement, ces précisions, basket et pull demain, c'est bien que tu l'aies fait. Parce qu'on sera quand même à près de 1800 mètres demain soir. Étienne, donc promesse tenue, on monte dans la fusée avec vous. Vous nous avez sensibilisé quand on a préparé effectivement cette table ronde au fait qu'il y avait aussi un autre environnement à protéger qui est l'espace. Voilà, ça fait partie de notre environnement au sens très très large. Je vous laisse nous dire aujourd'hui comment vous voyez ce sujet. Il a parlé de constellations, vous-même vous avez des satellites en orbite. Sébastien, tout d'abord, merci pour ce sujet parce qu'avec le satellite, il y a une réelle dichotomie en fait. Le satellite, ça va observer la Terre et donc à protéger notre planète, mais c'est un secteur qui pollue énormément. Donc aujourd'hui, les satellites ils jouent un rôle fondamental pour inventorier nos ressources, mais également pour surveiller et protéger notre planète. Les satellites ils interviennent dans une multitude d'applications et on peut citer des programmes de l'Agence spatiale européenne comme Earth Explorer, dont les satellites Cryosat, SMOS ou Aeolus apportent de nouvelles connaissances sur le comportement de la cryosphère, l'humidité des sols, la salinité des océans et la circulation atmosphérique. Mais on peut également citer le programme Copernicus, qui est plus connu de l'Agence spatiale européenne. Ces nouvelles générations de satellites assurent la continuité d'informations pour améliorer l'environnement, soutenir la compréhension de notre planète et atténuer les effets du changement climatique. En matière de télécom également, le satellite joue un rôle non négligeable dans la gestion des catastrophes naturelles. Les satellites, c'est l'infrastructure résiliente par excellence. À ce titre, Eutelsat est mécène de l'ONG Télécom sans frontières. Le soutien logistique apporté par Eutelsat depuis 2007 à cette ONG permet d'équiper des cellules de crise d'une liaison haut débit. Ce partenariat se matérialise depuis plusieurs années dans des zones de conflit et de catastrophes naturelles, comme lors de l'ouragan Irma en 2017 à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, lors de l'ouragan Dorian en 2019 aux Bahamas, à Lesbos en 2020 ou lors du séisme en Haïti en 2021. Mais c'est vrai, comme tu le disais, Sébastien, quand on parle d'environnement et espace, on parle également de la question de la soutenabilité des activités spatiales. C'est un des grands défis que l'industrie devra relever. L'industrie satellitaire française et européenne a connu de nombreuses évolutions technologiques au cours de ces dernières années et Eutelsat a été au cœur de ces innovations. La première de ces innovations, et Christophe en parlait, c'est de permettre la propulsion de nos satellites en tout électrique par rapport à la propulsion chimique avec de l'ergol. Eutelsat, c'est le premier client de Spacebus Neo et d'Eurostar Neo, de TAS et Hades, donc Thales Alenia Space, et de Airbus Defence and Space, fabricant européen de satellites tout électriques. Ainsi, le satellite, donc le futur satellite qui permettra à Nordnet ces nouvelles offres, Connect VHTS, le plus puissant jamais construit avec, je le rappelle, 500 gigabits par seconde de capacité, a rejoint sa position orbitale grâce à un système de propulsion tout électrique. Ce satellite opère aussi en orbite géostationnaire à 36 000 km et évite d'encombrer l'orbite basse. J'y viens, puisque ça, c'est la seconde innovation. C'est une innovation avec des externalités négatives. C'est le développement des constellations de satellites en orbite basse. Donc, l'orbite basse, c'est entre 600 et 1200 km de la Terre, le géostationnaire étant à 36 000 km au-dessus de la Terre. D'accord. Jusque-là, moins exploité que l'orbite géostationnaire, on a vu une démultiplication des acteurs en orbite basse. Et donc la question du trafic spatial, du Space Traffic Management, on l'appelle plus communément dans le secteur spatial le STM, est désormais à l'agenda de tous les acteurs du spatial, des gouvernements, des régulateurs, de l'industrie, mais également de la société civile. Elle fait l'objet d'une prise de conscience plutôt globale et avec l'avènement des constellations. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, en 2022, nous avons assisté au lancement de 2046 satellites. Il faut savoir que ce chiffre, c'est le nombre total de satellites recensés en 2019. On a doublé la mise. On a doublé la mise avec juste un lancement sur une année. Aujourd'hui, selon le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies, il y aurait presque 11 000 satellites en orbite. Et ce chiffre, il va faire qu'augmenter, puisque, comme le disait Christophe, la constellation Starlink recensait en juin 2023 4 500 satellites. Elon Musk a annoncé vouloir déployer 12 000 satellites au total. Jeff Bezos souhaite déployer Kuiper, son projet de constellation, avec un peu plus de 3 000 satellites. Et là, je ne parle que des satellites effectifs en orbite. Si on parle des déchets et des débris, on a plus de 35 millions de débris au-dessus de notre tête. 35 millions de corps flottants. D'accord. Sympa. Et ça tombe de temps en temps?
Et parfois, ça peut tomber et si on veut respecter l'environnement, il y a des matériaux qui puissent se désintégrer en retombant dans l'atmosphère quand ils sont bas. Il faut savoir qu'en géostationnaire, on ne peut pas redescendre un satellite. Et donc, on a un orbite cimetière à 39 000 km au-dessus de la Terre. Donc, on a une obligation de garder environ 5% d'énergie dans nos satellites pour pouvoir les manœuvrer en cas d'urgence, mais également pour pouvoir les désorbiter de manière à les mettre dans l'orbite cimetière à 39 000 km au-dessus de la Terre. Et donc, dans ce contexte, Delsat essaie d'adopter les bonnes pratiques. Et ça pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est, comme tu le disais, en tant qu'actionnaire de OneWeb, opérateur de constellation, contrairement à Starlink et Kuiper, de 635 satellites. En tant qu'opérateur de satellites français, soumis à l'une des réglementations les plus exigeantes en la matière, la loi sur les opérations spatiales de 2008, d'ailleurs qui est en cours de révision pour prendre en compte le développement des constellations et pour les soumettre aux mêmes règles que le satellite géostationnaire. Et troisièmement, dans la mesure où notre impact environnemental est un des grands piliers de notre politique RSE et dans lequel et nous disposons d'une réelle stratégie dans le domaine de la gestion du trafic spatial et nous sommes même moteurs au niveau européen sur ces travaux-là. Donc de multiples initiatives existent en parallèle, donc au niveau des États, avec la loi sur les opérations spatiales, au niveau de l'Union européenne, bientôt, on attend les élections européennes et normalement les travaux vont se mettre en ordre de marche, et même au niveau de l'ONU. Mais il n'existe pas de définition unique du STM. Il n'y a pas de cadre réglementaire international contraignant. La stratégie de Telsat est donc dans ce contexte de promouvoir une harmonisation réglementaire internationale sur la base des normes françaises de la loi sur les opérations spatiales. Donc ça, c'est une première réflexion que nous avons au sein de Telsat. Ça serait de promouvoir la loi sur les opérations spatiales comme base de réglementation européenne à venir. En parallèle, on a vu une multiplication d'acteurs du spatial, puisque les acteurs français et européens font face à de nombreuses barrières à l'entrée sur les marchés, notamment aux États-Unis. Il serait donc intéressant, et c'est ce que nous portons aussi au niveau français, de réfléchir au niveau national à un moyen de lier, si c'est possible, la délivrance d'autorisation d'utilisation de fréquences au respect des normes de la loi sur les opérations spatiales. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur des mesures environnementales contraignantes qui favorisent l'accès aux acteurs vertueux au marché français. Donc je pense qu'avec ces deux réflexions, ça nous permettrait de garantir la poursuite des activités spatiales, activités essentielles, comme on l'a vu dans la première partie, au service de l'environnement, tout en garantissant, et c'est cela ce qui nous réunit aujourd'hui, un accès de bonne qualité à Internet n'importe où sur le territoire. Merci beaucoup Étienne pour cet éclairage. On a appris plein de choses. Effectivement, je n'avais jamais entendu parler de l'orbite cimetière. Peut-être que j'en avais entendu parler, peut-être que je l'avais oublié. Un retour vers nos grands témoins, et puis juste après, on va accueillir Philippe Todesco, président de Comergy. Vos réactions sur ces aspects spatiaux? Là, pour le coup, on était dans le ciel. Oui, juste deux choses. D'abord, on peut constater qu'on a une filière spatiale d'excellence en France. Elle est au niveau européen, bien sûr, mais elle est avant tout française. Et ça fait quand même plaisir. Il faut la maintenir, la préserver. Et d'autant plus que, et c'est mon deuxième point, les technologies alternatives ont toujours eu leur place dans les schémas d'aménagement numérique des territoires, dans le développement de notre société numérique. Et ces technologies alternatives continueront, que ce soit bien sûr pour l'accès, et on voit bien, Christophe nous le rappelait, combien le satellite a rendu des services et continue de rendre des services à bon nombre de Français, mais aussi pour d'autres usages. Demain, la connectivité passera également par les technologies satellitaires ou d'autres peut-être technologies alternatives, bien entendu, pour l'Internet des objets et autres. Donc, on n'a pas fini d'utiliser ces technologies alternatives. Il faut bien garder en tête de ne pas tout jeter au profit de seules technologies qui concerneront, il faut tendre vers les 100%. On sait très bien à quel point c'est difficile et pourquoi on a besoin du reste pour préserver le souhait de l'égalité. Et l'équité, effectivement. Effectivement, ça a été évoqué par Christophe Houtier, le partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour justement ces solutions alternatives, parce que bon, c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure certaines difficultés pour le raccordement fibre sur certains territoires liés à leur topographie, à leur géographie, puis aussi à leur faible densité. Donc, depuis 2021 et donc ces solutions alternatives qui sont financées par la région et les départements, on est déjà à 2000 foyers ou entreprises raccordées, enfin, en tout cas utilisatrices de ce moyen alternatif. Donc, pour dire que c'est une vraie solution. Donc, pour atteindre la fameuse
connectivité pour tous et partout. Merci beaucoup. On accueille sans plus tarder Philippe Todesco, président de Comergy. Où est-il? Il est là, super. Si vous voulez bien me rejoindre, Philippe, une entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous souhaitez voilà, mettre un petit peu en lumière cet après-midi. On intervient notamment dans les actions géopolitiques, dans le cadre du déploiement je crois qu'il y a des slides à l'appui de votre présentation. Vous avez élaboré une méthode de green pause. Alors, de quoi s'agit-il? Effectivement, on a développé, co-développé et cofinancé avec un constructeur de trancheuses italienne qui s'appelle Tesmec et Marais en France, une solution pour aller poser la fibre, enfouir la fibre, pour être très mobile, avoir une logistique simple et rapide. Donc, vous voyez à l'écran, un encombrement réduit, sécurité des usagers et des riverains, puisque aujourd'hui on travaille sur les routes et sous circulation, une rapidité d'exécution, un coût réduit, ce qui est important pour nos opérateurs, et une empreinte carbone minimum. Alors comment vous faites pour obtenir tout ça? En fait, Madame Briand en a parlé tout à l'heure. Oui, de la green on a travaillé sur vos chantiers dans le Val-de-Loire. On a travaillé aussi pour Altitude Infra sur la Vendée en ce moment, avec cette méthode qu'on a développée et qu'on essaye de développer en France sur l'intégralité du territoire en France pour poser la fibre optique le plus décarbonée possible. Alors, on a évité, en fait, on n'a plus de déchets puisqu'en fait, on traite les matériaux qui sont en place. On fait du traitement de sol. Donc, on prend les matériaux, on les fait foisonner, on les traite avec une roue et on injecte un liant, mais décarboné. On n'est pas passé par un ciment classique, on est passé par un liant décarboné à base d'argile, et ce qui nous fait avoir une empreinte carbone la plus basse possible. Et c'est une innovation, ça n'existe pas. Ni ciment ni gravat, d'où vous est venue cette idée? Il y a 2 ans, on se posait la question sur la continuité de la fibre et se démarquer des autres entreprises en disant il faut décarboner, il faut aller vite, réduire les coûts, parce qu'il faut être performant dans une entreprise. Et un jour, une idée passe comme ça et on la prend et on développe. Ça nous a coûté beaucoup de sueur, d'engagement. On remercie aussi la région qui a participé avec une subvention sur ce projet. Et autrement, on a tout cofinancé avec notre partenaire Tesla. Voilà. Et voilà pour l'instant. Alors, sur l'autre slide que vous voyez là aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, quand on calcule fait par un bureau externe, bien entendu, c'est pas nous qui l'avons calculé. Aujourd'hui, quand on fait une tranchée en bord de rive, en bord de chaussée, avec du béton classique, évacuation des déchets, pose des tubes, remblaiement en béton, on est à 38 tonnes de CO2 au kilomètre. Au kilomètre, d'accord. On est arrivé, en réduisant, avec notre système Green Pose, on est arrivé à 2 tonnes de CO2 au kilomètre, puisqu'on n'a plus de déchets, on n'a plus de camions qui naviguent sur les routes, des toupies qui circulent. Donc, on est arrivé jusqu'à 2 tonnes de CO2 au kilomètre. Donc, c'est une diminution. Madame Briand, encore une fois, plus en a parlé, sur leur projet. Donc, voilà. Et depuis aujourd'hui, depuis 2022, le démarrage de ces activités, on a pu économiser plus de 10 000 tonnes de CO2 chez OTE qui est une filiale la filiale construction de chez Comergy. Voilà. Eh ben, chapeau. Écoutez, oui. Je crois qu'on peut vous applaudir. Et donc, on espère un dernier mot, juste dernier mot, on espère avec le grand projet qui sort dans Auvergne Numérique, participer avec Auvergne Numérique et NGE à promouvoir cette solution et dans des zones très, comment dirais-je, escarpées et difficiles d'accès en Ardèche. Des zones à haute valeur environnementale. On est en discussion avec Action d'ailleurs dans votre département pour essayer de développer cette technologie. Effectivement. Un dernier. 1er août 2000. Ah, peut-être, oui, c'est vrai, effectivement. Un dernier mot, Philippe. Le président d'NGE Infranet est là-bas, il a dit qu'il était d'accord. Ah, il est là. Ah, bah, bravo. Merci voilà. À tous les 6 et 3, 9. On vous applaudit.
Je vous invite à regagner vos places au premier rang, s'il vous plaît.